Je m'appelle le sergent Amelia Vance, et à 29 ans, je pensais déjà avoir traversé l'enfer, et en être revenu. J'avais tort. Mon père, le sénateur Richard Vance, est l'un des hommes les plus puissants de Washington, D.C. Il m'a enseigné une seule règle pour survivre, l'image est tout. Et une fille militaire, à un âge où elle était censée épouser un avocat prestigieux, qui choisit un mécanicien, dans une ville de garnison poussiéreuse. C'était une image qu'il n'accepterait jamais. Le jour où j'ai épousé Léo, mes parents ne sont pas venus. À la place, j'ai reçu un appel téléphonique. La voix de ma mère était aussi froide que l'acier. Amelia, ton père est très occupé. Il a dit qu'il ne sacrifierait pas toute sa carrière politique, pour l'une de tes décisions impulsives. Il pensait pouvoir simplement couper les ponts, me traiter comme une gêne, qu'il fallait cacher. Mais, ils ignoraient qui était assis au premier rang, dans ma petite chapelle, ce jour-là. La photographie que je leur ai envoyée par la suite, les a obligés à me rappeler, frénétiquement, et sans arrêt. Mais, avant que je ne révèle ce que montrait cette photo, dites-moi depuis où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous, pour suivre le reste de cette histoire. L'air, à l'intérieur de la petite chapelle de la base de Fayetteville, en Caroline du Nord, sentait le vieux pin, et les promesses silencieuses. La lumière du soleil, teintée d'ambre et de bleu par les vitraux, transperçait la douce brume, formée par les grains de poussière qui dansaient dans les airs. C'était un endroit humble, à des années-lumière des cathédrales de marbre de Washington D.C., où ma famille menait sa vie comme s'il s'agissait de dîners d'État, de manière formelle, froide, et uniquement pour le regard du public. Mais ici, il faisait chaud. Ici, j'étais chez moi. Les bancs n'étaient pas remplis de politiciens, ni de leurs épouses souriantes et calculatrices. Ils étaient remplis par ma famille, ma vraie famille. Les hommes et les femmes de la 82e division aéroportée, leurs épaules larges et fiers dans leurs uniformes de cérémonie. Ils étaient bruyants, et vivaient sans la moindre excuse, leur rire résonnant sur les poutres en bois, avant que la cérémonie ne commence. C'étaient eux qui avaient assuré mes arrières, dans des endroits qui feraient s'évanouir les donateurs de mon père. Ils avaient mérité leur place, ici. Les places de mes parents, au premier rang, étaient vides, mais cette rangée n'était pas entièrement inoccupée. À côté de l'espace réservé à ma mère et à mon père, était assis un homme qui, à première vue, semblait totalement déplacé. Il était plus âgé, peut-être au début de la soixantaine, vêtu d'une simple veste en tweed, et d'un pantalon en velours côtelé usé, qui évoquait davantage une bibliothèque universitaire, qu'un mariage militaire. Il était silencieux, ses mains reposant sur ses genoux, mais il dégageait une aura d'intelligence, qu'il était impossible d'ignorer. Et puis, il y avait ses yeux. Quand il a levé la tête, et a croisé mon regard, un doux sourire effleurant ses lèvres, un frisson m'a parcouru le dos. C'étaient les yeux de mon père, le même bleu perçant, et vif. Mais, là où ceux de mon père abritaient l'éclat froid de l'ambition, ceux de cet homme renfermaient une bonté profonde, et posée. Il était mon invité d'honneur. Il était la raison de tout ce qui était sur le point de se produire. Juste avant que la musique ne commence, ma demoiselle d'honneur, le lieutenant Davis, m'a tendu mon téléphone. « C'est ta mère » a-t-elle murmuré, les sourcils froncés par l'inquiétude. J'ai hoché la tête, mon visage figé dans ce masque de calme, que j'avais perfectionné pendant 29 ans. Je suis entré dans le petit vestibule silencieux, la lourde porte en chêne se refermant derrière moi, bloquant la chaleur de la chapelle. J'ai répondu, Amelia. Sa voix n'était pas chaleureuse. Elle ne l'était jamais. C'était de l'acier. Le genre d'acier froid et poli, que l'on voit sur le plateau d'un chirurgien. Il n'y a pas eu de « Comment vas-tu » Pas de « Es-tu heureuse » ni de « Félicitations pour le jour de ton mariage ». Mère, ai-je répondu. Ma propre voix, égale, une voix de soldat. J'appelle pour te faire savoir, que ton père et moi ne pourrons pas venir, a-t-elle dit. Ce n'était pas une excuse. C'était l'énoncé d'un fait, livré avec le même investissement émotionnel, qu'un bulletin météorologique. Il est incroyablement occupé. Il y a un vote sur le projet de loi des transports, et il ne peut pas se permettre d'être vu hors de la ville. Je suis restée silencieuse. Je savais ce qui allait suivre. Il a dit, a-t-elle continué, avec une légère pointe de dureté dans la voix, qu'il ne sacrifiera pas toute sa carrière politique, pour une seule décision impulsive que tu as prise. Impulsive. Le mot est resté suspendu dans l'air, entre nous, comme une arme soigneusement choisie.
À 29 ans, sergent dans l'armée américaine, ayant dirigé des soldats au combat, ayant pris des décisions de vie ou de mort sous le feu de l'ennemi, je n'étais toujours, à leurs yeux, qu'une enfant faisant un choix impulsif. Épouser Léo, un homme avec de la graisse sous les ongles, et plus d'intégrité dans son petit doigt que mon père n'en avait dans tout son corps, n'était pas une alliance stratégique. C'était une gêne, une tache sur le parfait portrait de famille. L'écrivaine Maya Angelou a dit un jour, « Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. » J'avais donné à mes parents des centaines de premières fois. Celle-ci était simplement la dernière. Je comprends, ai-je dit, et ces deux mots furent une lame, tranchant le dernier fil qui nous reliait. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai mis fin à l'appel. La fête qui a suivi était parfaite. Pas parfaite selon les critères du monde de mes parents. Il n'y avait pas de quatuor à cordes, ni de fontaine de champagne. Elle était parfaite, dans mon monde. Nous l'avons organisée dans l'arrière-cour de la maison de notre capitaine, sous des guirlandes lumineuses, alors que le soleil de la Caroline du Nord commençait à se coucher. L'air était lourd de l'odeur sucrée et fumée, des travers de porc cuits lentement au barbecue. Des fûts de bière artisanale locale, suintaient dans des bacs remplis de glace. Léo, mon mari, avait son bras enroulé autour de ma taille, et son rire était la meilleure musique que j'ai jamais entendue. Pendant un instant, je m'en suis simplement imprégné. C'était réel. C'était à moi. Puis, je me suis mis en mouvement. Capitaine Miller, ai-je appelé. Mon commandant de compagnie, un homme bon avec un rire retentissant, s'est approché. J'ai tiré Léo tout contre moi. Ensuite, je me suis dirigé vers mon invité d'honneur. Monsieur, ai-je dit doucement. Accepteriez-vous de prendre une photo avec nous? Ses yeux bienveillants ont pétillé. Ce serait un honneur, Amelia. Nous nous tenions là, tous les quatre, Léo et moi au milieu, rayonnants. D'un côté, le capitaine Miller, représentant la vie de service et d'honneur que j'avais choisie. De l'autre, l'homme calme et érudit, dans sa veste en tweed, représentant une vérité que mes parents avaient enfouie pendant des décennies. J'ai levé mon téléphone, j'ai pris la photo, et j'ai regardé l'image. C'était un portrait de mon bonheur. C'était aussi une arme parfaitement conçue. J'ai ouvert la discussion de groupe de ma famille, un espace numérique habituellement rempli des photos de brunch de ma sœur, et des communiqués de presse de mon père. J'ai joint la photo. Je n'ai tapé aucun mot. J'ai juste cliqué sur envoyer. Pendant 3 minutes, ce fut le silence. Puis, mon téléphone a commencé à vibrer, contre la table de pique-nique en bois. L'écran s'est allumé. Eleanor Vance. Je l'ai ignoré. Il s'est arrêté, puis a immédiatement recommencé. Sénateur Richard Vance. Un instant de silence, puis un autre bourdonnement. Claire Vance. L'un après l'autre, les appels se sont enchaînés. Frénétiques, désespérés. Une cascade de panique, provenant de leur monde immaculé de décès. Ils avaient vu l'homme sur la photo, et ils savaient exactement ce qu'il représentait. Ils savaient quelle histoire il pouvait raconter. J'ai regardé l'écran, le nom de mon père clignotant avec une urgence, qu'il n'avait jamais montré pour moi. Un lent sourire s'est dessiné sur mon visage. J'ai pris le téléphone, non pas pour répondre, mais pour le tendre à Léo. Il m'a regardé, a vu la victoire dans mes yeux, et l'a pris sans un mot. D'une simple pression du pouce, il l'a éteint. Le bourdonnement frénétique a cessé. Tout ce qui restait, c'était le son des rires de nos amis, et la douce brise du soir. Le jeu avait complètement changé. Mon regard a glissé du visage aimant de mon mari, à l'homme assis tranquillement à une table voisine. Il a les yeux de mon père, ces mêmes yeux qui m'avaient regardé avec tant de déception, pendant des années. Mais les siens étaient bienveillants. Je me souviens de la première fois où j'ai vu cette gentillesse, par un jour de pluie, alors que je pensais n'avoir nulle part d'autre où aller. Les cicatrices invisibles sont toujours celles qui font le plus mal. Elles ne saignent pas, elles ne font pas d'échymose, mais elles lancinent, avec le souvenir de chaque jugement silencieux, de chaque regard méprisant. Mon enfance fut une collection de telles cicatrices, un atlas soigneusement cartographié, de ma propre insuffisance. Je me souviens quand j'avais 16 ans, j'avais passé des mois sur mon projet pour la foire scientifique de l'État, une étude sur la bioremédiation des sols contaminés. C'était complexe, c'était important, et j'ai remporté la première place. Je suis rentré à la maison,
serrant un ruban bleu et un petit trophée, mon cœur battant d'une fierté fragile, et pleine d'espoir. J'ai trouvé mon père dans son bureau, lisant le Wall Street Journal. Il a levé les yeux quand je suis entré, son regard balayant le ruban dans ma main. Il a fait un seul signe de tête, sec. Bien, a-t-il dit, son attention retournant déjà au rapport boursier. Mais Claire vient d'être nommée capitaine de l'équipe de Pom Pom Girls. Ça, c'est comme ça qu'on construit des relations. Et juste comme ça, mes mois de travail intellectuel, ma passion, mon accomplissement. Tout s'est évaporé. Tout a été rendu sans valeur, à côté de la victoire sociale de ma jeune sœur. Dans la famille Vance, l'intelligence était une marchandise, mais la popularité. La popularité était une monnaie d'échange, et j'étais toujours en faillite. La cruauté de mon père était une lame aiguisée, et rapide. Mais celle de ma mère, elle, était un poison lent. Elle était l'architecte de la paix de notre famille, une paix construite sur les fondations de mon silence. Certains de mes souvenirs les plus vifs sont ceux des dîners au Chevy Chase Club, dans le Maryland. C'était la scène préférée de mon père. Entouré de pelouses manucurées, et du cliquetis feutré de l'argenterie sur la porcelaine fine, il me mettait en accusation. Il me cuisinait sur l'actualité, sur la politique étrangère, sur la théorie économique. Ce n'était pas une discussion. C'était un interrogatoire. Les autres familles aux tables voisines souriaient poliment, inconscientes de l'exécution publique qui se déroulait sous leurs yeux. Si je répondais correctement, ils passaient simplement à autre chose. Mais si j'hésitais, si j'offrais une opinion divergente, ils n'élevaient pas la voix. Ils se contentaient de me regarder. Un regard lourd et froid, un regard de déception qui me clouait à ma chaise, qui donnait à la bisque de homard, un goût de cendre dans ma bouche. C'était une humiliation publique, conçue pour me rappeler ma place. Un soir, après un dîner particulièrement brutal, j'ai suivi ma mère dans sa chambre. J'avais 14 ans, et les larmes coulaient sur mon visage. « Pourquoi ne dis-tu jamais rien » ai-je balbutié, les mots à vif, chargés d'une douleur que je ne pouvais plus contenir. « Pourquoi ne prends-tu jamais ma défense » Elle était assise à sa coiffeuse, retirant son collier de perles. Elle ne m'a pas regardé dans le miroir. Elle a juste observé ses propres mains, alors qu'elle dégrafait méthodiquement les perles. Elle a soupiré, un son d'une profonde lassitude. « Amélia, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être, a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. Cette famille a besoin de paix. Sa paix. Une paix que je devais payer, avec des morceaux de moi-même. J'ai réalisé alors, que ma mère n'était pas une observatrice passive. Elle était une complice volontaire. Son silence n'était pas de la faiblesse. C'était un choix. Elle avait choisi les perles. Elle avait choisi le statut. Elle avait choisi la paix, au détriment de sa propre fille. L'homme du mariage, celui avec les yeux de mon père. Je l'avais vu une fois auparavant, dans le fantôme d'un souvenir. J'avais peut-être 10 ans, j'explorais le grenier poussiéreux, et j'avais trouvé un vieil album photo relié en cuir. Caché à l'arrière, se trouvait une photo que je n'avais jamais vue. Elle montrait mon père, beaucoup plus jeune, avec ses bras passés autour d'un autre jeune homme, qui lui ressemblait tellement qu'ils auraient pu être jumeaux. Ils souriaient tous les deux, adossés à une vieille Ford Mustang, l'image même de la joie de la jeunesse. Une joie que je n'avais jamais vue, ne serait-ce qu'une fois, sur le visage de mon père. J'ai descendu l'album. « Maman » ai-je demandé, en pointant la photo. « Qui est-ce » Le changement en elle, fut immédiat et terrifiant. Son sourire agréable s'est évanoui, remplacé par un masque tendu et colérique. Elle m'a arraché l'album des mains. Ses doigts, d'habitude si gracieux, ressemblaient à des griffes, alors qu'elle arrachait la photographie de ses coins en papier. Elle l'a déchirée en deux, puis encore en deux, et a laissé tomber les morceaux dans la corbeille à papier. « Nous ne parlons pas de cette personne » a-t-elle dit, sa voix réduite à un sifflement bas et dangereux. Jamais. Je n'ai plus jamais posé la question. Mais l'image de cet homme souriant était gravée dans ma mémoire. Le jour où je l'ai enfin rencontré, j'avais 18 ans. C'était après une énième dispute terrible avec mon père. Je ne me souviens même pas à quel sujet. Quelque chose à propos de mes candidatures à l'université. Il avait qualifié mes ambitions d'irréalistes et d'inconvenantes. J'avais finalement hurlé en retour, et le choc sur son visage a été suivi d'une rage si froide, qu'elle a gelé l'air de la pièce. J'ai fui.
J'ai couru hors de la maison, sous une pluie torrentielle, qui m'a trempé jusqu'aux os en quelques secondes. J'ai simplement marché sans but, mes larmes se mêlant à la pluie sur mon visage, jusqu'à ce que je me retrouve debout sous l'auvent dégoulinant, d'une petite librairie tranquille. Vance Estom & Tels, indiquait l'enseigne en lettres d'or délavées. La porte s'est ouverte, et un homme se tenait là. Il était plus âgé, avec des mèches grises dans ses cheveux sombres, et les yeux les plus tristes, et les plus bienveillants que j'ai jamais vus. Les yeux de la photographie. Tu vas attraper la mort, là dehors, a-t-il dit, d'une voix douce. Entre. Laisse-moi te préparer un chocolat chaud. J'étais si fatigué, si abattu, que je n'ai même pas hésité. Je suis entré, dans un sanctuaire qui sentait le vieux papier, le cuir, et le café en train de couler. Il n'a pas demandé mon nom. Il n'a pas demandé pourquoi je pleurais. Il m'a juste tendu une tasse chaude, a enroulé une épaisse couverture en laine autour de mes épaules, et s'est assis dans un vieux fauteuil en face de moi. Il a simplement écouté, alors que l'histoire entière de mon enfance solitaire et dorée, se déversait hors de moi. Il était Daniel Vance, le petit frère de mon père, mon oncle, l'homme que ma famille avait essayé d'effacer. Il ne m'a jamais dit ce que je devais faire. Il a juste écouté. Assise là, dans ce havre de paix qui sentait le vieux papier et la pluie, j'ai réalisé que j'avais le choix. Je n'étais pas obligé de vivre dans leur maison froide et parfaite, pour toujours. Mais, à quoi ressemblerait une vie qui m'appartiendrait vraiment? Et par où devrais-je même commencer? La famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, c'est une petite librairie tranquille, dans une ville historique de Virginie, qui sent le papier vieilli et le cèdre. Parfois, c'est la personne qui voit l'épuisement dans vos yeux, et qui n'essaie pas de vous réparer. Pour moi, c'était les deux. Et cela a commencé avec mon oncle, Daniel Vance. Après cette première nuit pluvieuse, sa librairie est devenue mon sanctuaire secret. Chaque fois que je pouvais m'échapper de la perfection étouffante de ma vie à décès, je conduisais les 2 heures, jusqu'à sa petite ville. Je passais des après-midi, niché dans un fauteuil en cuir usé, à lire de la poésie, pendant qu'il travaillait. Il ne m'a jamais poussé à parler de mon père. En fait, il mentionnait rarement le nom de son frère. Au lieu de cela, il m'a appris des choses, que mon père ne m'avait jamais apprises. Il m'a appris à écouter, pas seulement à attendre mon tour de parler, mais à véritablement entendre. Il m'a appris à débattre d'une idée avec respect, à être en désaccord, sans être désagréable. Mon père voyait les opinions divergentes comme une menace. Daniel les voyait comme une opportunité d'apprendre. Nous débattions de tout, de la politique fiscale, au roman de Faulkner. Et à la fin, il souriait toujours, et disait, « Tu as un esprit remarquable, Amélia. » Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant. Dans la maison de mon père, mon esprit était un outil de performance. Ici, c'était quelque chose à valoriser, pour lui-même. Parfois, pour le déjeuner, il marchait jusqu'à l'épicerie d'à côté, et ramenait 2 sandwichs au rôti de bœuf, débordant de viande tendre et d'oignons caramélisés, sur un pain à croûte épaisse. Nous les mangions là, au milieu des piles de livres. Un repas simple, qui ressemblait plus à un vrai foyer, que n'importe lequel des dîners traiteurs de mon enfance. Cette librairie n'était pas seulement un lieu de refuge. C'était l'endroit où j'ai commencé à me reconstruire. C'était aussi là, que j'ai rencontré Léo. Ma vieille Honda cabossée de 10 ans, a fini par rendre l'âme un après-midi d'été, s'arrêtant dans un cliquetis, à un pâté de maison du magasin de Daniel. Je l'ai appelé, frustré et au bord des larmes, et il m'a dit, « Ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un. » 20 minutes plus tard, une dépanneuse s'est arrêtée, et Léo en est sorti. Il n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il n'était pas un de ces avocats lisses et séduisants, que mon père aurait approuvé. Il était grand et mince, avec des yeux bienveillants, et des mains tachées par la poussière honnête de son travail. Il y avait en lui une confiance tranquille, une forme d'immobilité. Il n'a pas seulement réparé la voiture. Pendant qu'il travaillait, il a remarqué les cernes sombres sous mes yeux, le léger tremblement de mes mains, dû au stress constant. Il a levé les yeux du moteur, et a dit, « Tu as l'air de porter le monde entier sur tes épaules. » C'était une observation si simple, si directe. Aucun jugement, aucune pitié, juste un fait. Et, pour une raison quelconque, cela m'a donné envie de pleurer. Il n'a pas essayé de résoudre mes problèmes. Il n'a pas donné de conseils. Il m'a simplement vu. Notre premier rendez-vous n'a pas eu lieu dans un restaurant chic,
avec une carte des vins et un service de voiturier. Il m'a invité dans son garage. C'était un espace caverneux, qui sentait l'huile de moteur, le métal, et le potentiel. Dans un coin, à côté d'un bloc moteur à moitié terminé, se trouvait un vieux barbecue au charbon de bois. Il m'a tendu une bière fraîche, et nous avons fait griller des hamburgers, pendant qu'il me parlait de sa passion. Il n'était pas seulement un mécanicien, qui réparait des choses cassées. Il était un inventeur, un artiste qui travaillait l'acier. Il m'a parlé de son rêve, celui de construire des moteurs abordables, et respectueux de l'environnement. Ses yeux s'allumaient d'un feu que j'ai trouvé captivant. Pour la première fois, j'étais avec un homme qui n'essayait pas de m'impressionner avec son pouvoir, ou ses relations. Il m'impressionnait avec sa détermination, avec son but. Ce soir-là, assise sur des caisses de lait renversées dans un garage, mangeant un hamburger parfaitement grillé, je me suis senti plus vu, et plus valorisé, que je ne l'avais jamais été, dans le manoir au sol de marbre de mon père. Cet homme n'essayait pas de me réparer. Il était simplement, patiemment, silencieusement, avec moi. Et, en sa présence, j'ai découvert que je pouvais enfin commencer à me guérir moi-même. Un soir, quelques années plus tard, après que la relation entre Léo et moi soit devenue sérieuse, j'étais à la librairie avec Daniel. Il se faisait tard, et une pluie douce tapotait contre les fenêtres. Je lui ai enfin posé la question, que j'avais retenue depuis si longtemps. Pourquoi t'ont-ils écarté, Daniel? Pourquoi papa t'a-t-il effacé? Il est resté silencieux pendant un long moment, fixant la rue luisante de pluie. Il a paru plus vieux à cet instant, la tristesse dans ses yeux, plus prononcée. Ton père et moi avons fondé une société de promotion immobilière ensemble, il y a très longtemps, a-t-il commencé, la voix basse. Nous étions jeunes, ambitieux. Richard était le visage de l'opération, charmant, impitoyable. Moi, j'étais l'homme des chiffres, le stratège. Nous formions une bonne équipe. Il a fait une pause, prenant une lente gorgée de son thé. Puis une opportunité s'est présentée, une grosse. Un accord de zonage qui nous rendrait riches au-delà de nos rêves les plus fous. Mais c'était sale. Cela impliquait de faire pression sur de nombreux petits propriétaires terriens, en utilisant une influence politique. Qui était pour le moins contraire à l'éthique. Cela exigeait que nous devenions, le genre d'homme que nous avions toujours juré de ne pas être. Il m'a regardé alors, son regard stable et clair. J'ai dit non. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire, que ce n'était pas juste. J'ai essayé de le convaincre de renoncer. Mais Richard, il y a vu sa seule chance. Il m'a dit que j'étais faible, sentimental. Il a dit que je le ralentissais. L'histoire est sortie sur un ton calme et mesuré, dénué d'amertume, mais plein d'un chagrin profond et ancien. Alors, il a fait un choix. Il a restructuré l'entreprise, a utilisé une faille juridique pour me pousser vers la sortie avec une misère, et a conclu l'accord lui-même. Il est devenu le sénateur Richard Vance, et je suis devenu le frère jaloux, et raté. Une histoire commode. Que tout le monde à Dessay était heureux de croire. Il a tendu le bras à travers la table, et a posé sa main sur la mienne. Sa main était chaude, ferme. Je ne te raconte pas ça pour que tu détestes ton père, Amélia. Je te le dis, pour que tu comprennes ce qu'il valorise le plus. Il ne m'a pas seulement évincé. Il a bâti tout son empire sur cette unique décision, et il fera n'importe quoi pour le protéger. Ces mots sont restés suspendus dans l'air calme de la librairie, lourds d'un avertissement inexprimé. Ce n'était plus seulement une histoire sur le passé. C'était une carte du futur, un futur, dans lequel je savais désormais, que je marchais droit. La paix que nous avions trouvée à Fayetteville, était une chose calme et robuste, faite de repas partagés, et de compréhension silencieuse. Mais l'avertissement dans la voix de mon oncle Daniel, persistait dans un coin de mon esprit, il fera n'importe quoi pour le protéger. Je n'aurais simplement jamais imaginé que, n'importe quoi, prendrait l'apparence d'une Mercedes noire obsidienne flambant neuve, remontant l'allée jusqu'au garage poussiéreux de Léo. Et je n'aurais certainement jamais imaginé, ma sœur Claire en sortir. Elle ressemblait à une créature venue d'une autre planète. Vêtue d'un chemisier en soie et d'un pantalon sur mesure, qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, elle a navigué sur l'allée de gravier avec ses talons, comme si c'était un champ de mine. Sa présence était si totalement déplacée, que c'en était presque comique. Le luxe élégant et silencieux de sa voiture, avec en toile de fond les outils de soudure et les palans à moteur, était une métaphore parfaite de nos deux mondes.
Elle portait un grand panier en osier, du genre que l'on voit dans les magazines sur papier glacé, la cellophane brillant sur un assortiment soigneusement disposé, de fromage, de crackers et de vin. Le logo était indubitable, Dîner de Lucas. Une offrande de paix, provenant du haut temple des épiceries hors de prix. Amélia, a-t-elle gazouillé, son sourire aussi éclatant et faux, que le sapin de Noël d'un grand magasin. J'étais dans la région, et j'ai pensé m'arrêter. Dans la région. Fayetteville, en Caroline du Nord, était à 6 heures de route de DC. Je me suis adossé au cadre de la porte du garage, en croisant les bras. Léo est venu se tenir à mes côtés, essuyant ses mains sur un chiffon, sa présence était comme un mur silencieux et solide, dans mon dos. « Bonjour, Claire », ai-je dit, d'une voix plate. Ses yeux ont fait un balayage rapide et dédaigneux du garage, une lueur de dégoût traversant ses traits, avant d'être remplacée par ce sourire implacable. « Et tu dois être Léo », a-t-elle dit, tendant une main parfaitement manucurée. « C'est tellement merveilleux de te rencontrer enfin. » Léo lui a serré la main, sa poigne ferme. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Claire s'est lancée dans sa performance. Maman et papa se sentent vraiment terriblement mal, à propos du mariage, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante d'une sincérité fabriquée de toutes pièces. Les choses ont été tellement mouvementées, mais ils veulent se rattraper auprès de toi, auprès de vous tous. Elle a posé le panier sur un établi, repoussant un jeu de bougies d'allumage. Ils veulent organiser un dîner. À la maison, à DC, une vraie célébration pour t'accueillir, toi et l'oncle Daniel, de retour dans la famille. Elle peignait un tableau magnifique de réconciliation, de réunion chaleureuse en famille. Mais ces mots étaient teintés d'un langage, que je ne connaissais que trop bien. Elle n'arrêtait pas d'utiliser des expressions comme « intérêt mutuel » et « combiner nos forces ». Ce n'était pas une invitation. C'était une proposition commerciale. Il ne s'agissait pas de famille. Il s'agissait d'actifs. Je l'ai juste fixé, mon silence la rendant visiblement mal à l'aise. Elle a commencé à jouer avec la manchette de son chemisier. « Écoute, ami », a-t-elle dit, laissant légèrement tomber le masque. Ce serait simplement mieux pour tout le monde, si nous pouvions présenter un front uni. Tu sais comment est papa. Il ne supporte pas l'idée qu'un étranger à la famille Vance dirige quelque chose d'aussi important. Et la voilà, la gaffe. L'unique phrase négligente, qui exposait toute la supercherie. Un étranger dirigeant quelque chose d'aussi important. Mon sang s'est glacé. Que voulait-elle dire? Après quelques minutes supplémentaires de politesse maladroite, Claire s'est finalement repliée vers sa voiture allemande immaculée, et a démarré en trombe, laissant dans son sillage un nuage de poussière, et le parfum entêtant de son eau de toilette hors de prix. Le garage est resté silencieux pendant un long moment. Le panier Dîner de Lucas trônait sur l'établi, comme une bombe. Je me suis tourné vers Léo. C'était quoi ça? De quoi parle-t-elle? Un étranger qui dirige. Quoi? Il m'a regardé, ses yeux bienveillants étaient sérieux. Il a pris mes mains dans les siennes. Amélia, a-t-il commencé, sa voix stable. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire plus tôt. C'est juste que... J'ai adoré le fait que tu sois tombée amoureuse de moi, quand je n'étais qu'un simple mécanicien. Il m'a conduite au fond du garage, vers une porte que j'avais toujours prise, pour un placard de rangement. Il l'a déverrouillée, et a allumé la lumière. Ma mâchoire s'est décrochée. Ce n'était pas un placard. C'était un laboratoire. Des murs blancs et impeccables, étaient tapissés de serveurs informatiques, d'équipements de diagnostic, et de schémas complexes. Au centre de la pièce, sur un établi d'une propreté clinique, se trouvait un réseau de batteries compact et élégant, brillant d'une douce lumière bleue. Ce garage n'est pas juste un garage, a-t-il dit doucement. C'est mon siège social. Mon nom est Léo Miller, et mon entreprise s'appelle LM Technologies. Le nom m'a frappé comme un coup physique. LM Technologies était le fantôme dans la machine du monde de la défense de DC, une start-up mystérieuse et brillante, qui avait surgi de nulle part, pour décrocher un contrat massif avec le Pentagone. Un contrat pour une technologie de batterie de nouvelle génération pour les véhicules militaires. Un contrat qu'un entrepreneur majeur de la défense, pour lequel mon père avait fait un lobbying intense, était censé remporter. Léo avait battu mon père. La photo, les appels téléphoniques, l'apparition soudaine de Claire. Tout s'est mis en place avec une clarté écœurante. Il se fichait de Daniel.
Il se fichait de moi. C'était lui, qu'il voulait. Mon père n'avait pas pu battre Léo, alors il essayait de l'absorber, de le contrôler. Je n'étais pas choqué que Léo ait réussi. J'avais toujours su qu'il était brillant. Ce qui m'a submergé, ce qui m'a mis les larmes aux yeux, c'est la réalisation profonde que cet homme incroyable m'avait aimé, m'avait choisi, alors qu'il n'avait rien à y gagner. Il m'avait laissé croire qu'il n'était qu'un simple mécanicien, et il m'avait valorisé pour ce que j'étais, pas pour ce que mon nom pouvait faire pour lui. Il m'avait donné la seule chose, que ma propre famille ne m'avait jamais donné, un amour inconditionnel. L'invitation à dîner n'était pas un rameau d'olivier. C'était un piège. C'était une offre d'achat hostile, et j'étais censé servir de levier. J'ai regardé Léo, ce gars bien, cet homme fort, qui était mon mari, mon partenaire, ma véritable famille. J'ai vu la force tranquille dans ses yeux, et j'ai senti ma propre résolution se durcir, pour devenir quelque chose d'incassable. La peur et la blessure que j'avais portée depuis si longtemps, ont finalement brûlé, laissant derrière elles, une certitude froide et claire. Si vous avez déjà eu l'impression que votre valeur pour votre famille, était liée à ce que vous pouviez faire pour eux, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien. Et dans les commentaires ci-dessous, tapez simplement les mots « Je comprends », car j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans ce combat. J'ai pris une profonde inspiration, l'odeur d'huile et d'acier remplissant mes poumons. C'était l'odeur de ma vraie vie, de ma vraie maison. J'y vais, ai-je dit, d'une voix calme mais ferme, mais pas pour me réconcilier. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je vais y mettre fin. Entrer dans la maison de mon enfance à Georgetown, c'était comme poser le pied sur un décor de cinéma parfaitement préservé. Tout était exactement tel que je m'en souvenais. Les planchers de bois franc étincelants, les plafonds incroyablement hauts, le silence étouffant qui s'accrochait à l'air comme de la poussière. Chaque surface était polie comme un miroir. Chaque composition florale était impeccable. Chaque objet était placé, avec une précision architecturale. C'était une belle maison. Ça n'avait jamais été un foyer. Mon père, le sénateur Richard Vance, nous a accueillis à la porte, son visage figé dans un masque de chaleur paternelle, qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ma mère, Eleanor, se tenait à ses côtés, en parfaite hôtesse dans une robe en cachemire, ses perles emblématiques brillant à son cou. Amelia, chérie, s'est-elle exclamée, faisant le geste de m'embrasser, dans le vide près de ma joue. La performance a commencé immédiatement. Mon père a tapé sur l'épaule de Léo, avec une familiarité qui donnait la nausée. Léo, mon garçon, c'est un plaisir. J'ai entendu de grandes choses sur vos talents cachés. Le mot caché était teinté d'une condescendance subtile, comme si Léo avait été un tour habile, qu'il venait tout juste de découvrir. Puis, il s'est tourné vers Daniel, le frère qu'il avait financièrement ruiné, et socialement exilé pendant plus de 30 ans. Il a souri, d'un large sourire de politicien. Daniel, ça fait trop longtemps. Bienvenue à la maison. Il a dit cela comme s'il s'était simplement perdu de vue, comme si Daniel avait été en longues vacances, au lieu de vivre dans une obscurité forcée. J'ai regardé le visage de mon oncle resté parfaitement neutre, sa dignité silencieuse, servant de bouclier contre l'hypocrisie stupéfiante de l'instant. J'ai ressenti une vague de nausée. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était une négociation stratégique, et nous étions la partie adverse. Le dîner a été servi dans la salle à manger de réception, sous un lustre en cristal, qui laissait couler la lumière sur la table en acajou poli. Le repas était une affaire élaborée, à plusieurs plats, préparés par l'un des meilleurs chefs traiteurs de DC. Le vin était un Bordeaux millésimé, dont la bouteille coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Tout était conçu pour impressionner, pour intimider, pour nous rappeler le pouvoir auquel nous étions confrontés. Tout au long du repas, mon père a tenu la cour, distribuant une série d'insultes à peine voilées, déguisées en conversations décontractées. Chacune d'elles était une fléchette soigneusement visée. C'est un soulagement qu'Amelia ait trouvé un homme, qui peut subvenir à ses besoins, a-t-il dit à l'assemblée en général, en faisant tourner le vin rouge dans son verre. Cette carrière militaire. Eh bien, c'est noble, bien sûr, mais ça ne mène pas exactement quelque part, n'est-ce pas? Il rejetait mon service, mon grade, mon identité tout entière, réduisant cela à un passe-temps pittoresque, mais peu rentable. Il a reporté son attention sur Léo. Alors, un mécanicien d'une petite ville. C'est tout un conte de fées, digne de Cendrillon. C'est incroyable ce qu'un peu de chance, et les bonnes relations,
peuvent faire pour un homme. Il dépeignait le génie de Léo comme un coup de chance, tout en se positionnant subtilement comme la bonne relation, dont Léo avait désormais besoin. Léo s'est contenté de sourire poliment, en prenant une gorgée d'eau. Daniel restait silencieux, observant. J'ai mangé mes coquilles Saint-Jacques poêlées, chaque bouchée ayant un goût de cendre. Je n'ai pas dit un mot. Je regardais simplement mon père, les yeux plissés, cataloguant chaque mensonge, chaque manipulation. J'étais un soldat en reconnaissance, cartographiant la position de l'ennemi, avant que la bataille ne commence. Après le dîner, mon père a conduit les hommes dans son bureau. Parlons affaires, a-t-il lancé, avec un entrain tonitruant et faux. Ma mère a essayé de me diriger vers le salon pour prendre un café, mais j'ai simplement secoué la tête. Non, je vais me joindre à eux. Le bureau. C'était la même pièce, où il m'avait réprimandé, rabaissé, et où il avait brisé mon moral plus de fois que je ne pouvais compter. Le même bureau en acajou, les mêmes chaises en cuir, la même odeur étouffante de vieux livrets de pouvoir. Mon père s'est assis derrière son bureau, tel le président du conseil d'administration de notre famille dysfonctionnelle. Il a fait signe à Léo et Daniel de s'asseoir. Je suis resté debout, près de la porte. Il n'a pas perdu de temps. Il s'est penché en avant, tel un prédateur se rapprochant de sa proie. Léo, votre technologie est révolutionnaire. Vraiment. Mais la technologie seule ne suffit pas, pour opérer au niveau dont vous êtes capable. Vous avez besoin de protection politique. Vous avez besoin d'accès. Vous avez besoin d'une marque. Il a joint les mains, le bout des doigts se touchant. J'ai une proposition. Fusionner LM Technologies avec une filiale d'un entrepreneur de la défense beaucoup plus important, dans lequel je détiens une participation significative. Vous conserverez le contrôle créatif, bien sûr. Mais vous aurez tout le poids de notre capital politique derrière vous. Vous avez la technologie, j'ai le pouvoir. Ensemble, nous ferions une équipe imbattable. Elle était là. La raison entière de cette mascarade élaborée, l'acquisition, l'offre publique d'achat hostile. J'ai observé Léo. Il n'avait pas l'air intimidé. Il avait l'air calme, centré. Il a écouté patiemment, jusqu'à ce que mon père ait terminé. Sénateur, a dit Léo, sa voix respectueuse mais ferme. J'apprécie l'offre, mais les valeurs fondamentales de mon entreprise sont l'indépendance et l'innovation. Je l'ai construite pour défier, précisément, le genre de lourdeur corporatiste que vous décrivez. Je crains de devoir refuser. Le silence dans la pièce était absolu. Le sourire de mon père s'est figé, puis s'est lentement dissous. Ses yeux, qui avaient feint la chaleur toute la soirée, se sont transformés en éclats de glace. Il a fixé Léo pendant un long moment, comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il venait d'entendre. Le rejet n'était pas un langage que mon père comprenait. Puis, sa tête a basculé vers moi. La fureur qui couvait sous la surface toute la nuit, a finalement fait éruption. Son visage s'est tordu, pour former un masque de pure rage, la même rage que j'avais vue une centaine de fois auparavant. Il a pointé un doigt vers moi, sa main tremblante. Toi, a-t-il hurlé, sa voix rebondissant sur les murs lambrissés. C'est toujours toi, l'insolente, celle qui doit ruiner toute bonne chose. Il a frappé du poing sur le bureau, le bruit résonnant comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. J'aurais dû le savoir, a-t-il beuglé, ses yeux me transperçant. J'aurais dû savoir que tu l'infecterais, avec tes idées stupides. Et voilà, c'était ça. La fissure finale dans le barrage. L'unique accusation, qui reliait chaque cicatrice, chaque humiliation, chaque moment de dévalorisation qu'il m'avait jamais infligé. Le son de mon propre point de rupture, fut un silence assourdissant. Dans le silence assourdissant qui a suivi le hurlement de mon père, quelque chose a basculé en moi. Ce n'était pas un craquement fort et violent, mais un clic silencieux, définitif, comme un verrou qui se met en place. La peur qui avait vécu dans la moelle de mes os pendant 29 ans, s'est simplement volatilisée. Elle s'est évaporée, laissant derrière elle un calme si profond, que c'était comme de l'eau glacée dans mes veines. J'ai relevé la tête et je l'ai regardée directement, non pas en tant que fille, non pas en tant que déception, mais en tant qu'égale. Ma voix, lorsqu'elle est sortie, n'était pas un cri. Elle était basse, stable, et dangereusement calme. Non, sénateur, ai-je dit, le titre formel étant une frappe délibérée et calculée. Je ne ruine pas tout. C'est vous qui avez ruiné les choses.
Vous avez ruiné mon enfance, avec les coups que vous m'avez donnés, dans cette même pièce. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et empoisonnés. Le visage de mon père, qui avait été contorsionné par la rage, s'est relâché dans une incrédulité stupéfaite. Ma mère a laissé échapper un petit halètement. Claire, qui s'était glissée dans la pièce au son des cris, s'est figée dans l'encadrement de la porte. N'ose pas dire des choses qui ne sont pas vraies, Amélia, a murmuré ma mère, la voix tremblante. Ton père était simplement strict. Strict? Le mot était si pathétique, si inadéquat. C'en était presque risible. C'était le mensonge qu'elle s'était raconté pendant des décennies. Le rideau fragile qu'elle avait utilisé, pour se cacher de la laideur. J'ai tourné mon regard froid vers elle. Strict, ai-je répété, ma voix dénuée de toute émotion. C'est comme ça que tu appelles ça? Je me souviens de la morsure de sa ceinture en cuir à l'arrière de mes jambes, quand j'avais 12 ans, parce que j'avais eu un B+ en histoire. Je me souviens avoir été enfermé ici dans le noir, pleurant si fort que je ne pouvais plus respirer. Pendant que le reste d'entre vous dînait en bas, comme si de rien n'était. Je me souviens de chaque cicatrice, que tu as choisi de ne pas voir. J'ai fait un pas vers elle. Elle s'est recroquevillée dans son fauteuil. Et toi, ai-je dit, ma voix baissant encore d'un ton. Tu étais là. Tu as tout vu. Tu entendais les pleurs, mais tu as choisi tes perles et ta réputation, au détriment de ta propre fille. Tu as choisi cette maison, plutôt qu'un foyer. J'ai laissé l'accusation s'installer, puis j'ai porté le coup fatal final. Ton silence m'a fait plus de mal, que sa ceinture en cuir n'en a jamais fait. Ma mère a émis un petit son blessé, comme un animal qui souffre. Elle a agrippé son collier de perles comme si c'était un radeau de sauvetage, ses jointures blanchies. Elle avait enfin l'air brisé. Je leur ai tourné le dos, et j'ai marché jusqu'aux côtés de Léo. J'ai pris sa main, nos doigts s'entrelaçant, dans une déclaration d'allégeance silencieuse. J'ai regardé de nouveau mon père, dont le visage n'était plus qu'un masque d'impuissance, pâteux et bouche bée. Cet homme, ai-je dit, ma voix résonnant avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'homme que vous appelez un mécanicien, m'a appris ce que sont la gentillesse et le respect. Il m'a offert la sécurité que vous ne m'avez jamais donnée. Il voit en moi une valeur, que vous n'avez jamais été capable de comprendre. Une valeur qui n'a rien à voir avec votre nom, votre argent. Ou votre pouvoir. J'ai senti Léo serrer ma main, sa force s'infiltrant en moi. J'ai senti la présence de Daniel derrière moi, un pilier de soutien silencieux. Je n'étais plus une petite fille, se tenant seule dans le bureau d'un tyran. J'étais une femme, entourée par sa famille. Je ne suis pas venu ici ce soir pour demander votre approbation, ai-je déclaré, les yeux verrouillés sur ceux de mon père. Je ne suis pas venu ici pour négocier. Je suis venu ici pour vous informer. J'ai pris une dernière respiration, pour me stabiliser. À partir de ce moment, vous n'avez plus aucun pouvoir sur ma vie. Vous n'êtes pas mon commandant. Vous n'êtes pas mon père. Vous n'êtes qu'un politicien, dans une pièce remplie de meubles hors de prix. Et, nous partons. Le caractère définitif de ma voix était absolu. Ce n'était pas une supplication. C'était un verdict. Sans un mot de plus, je me suis retourné. Léo et Daniel se sont tournés avec moi. Nous avons marché à trois de front vers la porte. Nous n'avons pas regardé en arrière. Je pouvais sentir le chaos éclater, dans le silence derrière nous. Je pouvais deviner Claire, figée dans l'encadrement de la porte, son monde parfait s'effondrant autour d'elle. Je pouvais entendre le faible son de ma mère qui commençait à sangloter, un son creux et vide. Je pouvais ressentir le poids écrasant de la rage impuissante de mon père, alors qu'il regardait son pouvoir, son contrôle, tout son récit, sortir de sa vie pour toujours. Pour la première fois, le sénateur Richard Vance était totalement, et complètement, impuissant. Nous avons traversé le grand hall, passé les compositions florales impeccables, et les miroirs polis qui reflétaient notre retraite unifiée. Léo a ouvert la lourde porte d'entrée, et une rafale d'air frais nocturne nous a balayés, nous purifiant. C'était comme ma première bouffée d'air libre. Nous n'avons pas couru. Nous avons marché d'un pas calme et mesuré, descendant les marches de pierre, et rejoignant la rue tranquille de Georgetown. Nous n'avons pas dit un mot, jusqu'à ce que nous atteignions notre voiture. Derrière nous, la lourde porte en chêne de la maison des Vance a claqué. Le son a résonné dans la nuit, net et définitif.
ce n'était pas seulement la fermeture d'une porte. C'était la fermeture d'un tombeau, la fin d'un chapitre sombre et étouffant de ma vie. Le soldat était enfin, et véritablement, sur le chemin du retour vers sa vraie maison. Le trajet de retour vers Fayetteville depuis DC fut les 6 heures les plus silencieuses de ma vie. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais plus en colère. Je me sentais juste vide. C'était le vide creux et douloureux d'un champ de bataille, une fois la guerre terminée. Le combat pour ma propre âme avait été gagné, mais le prix à payer était l'amputation finale et complète de ma propre famille. C'était une intervention chirurgicale nécessaire, mais elle laissait tout de même un membre fantôme, qui faisait mal. Quand nous sommes rentrés à la maison, la première chose que j'ai faite a été de sortir mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'au contact de ma mère. Sa photo, une image prise par un professionnel d'elle et de mon père souriant lors d'un gala de charité, m'a fixé en retour. J'ai appuyé sur rebloquer le numéro. J'ai fait de même pour mon père. Ce n'était pas un acte de colère. C'était un acte de désinfection, nettoyer une plaie pour prévenir l'infection. C'était la construction d'un mur, un haut mur d'acier. Mon silence était le mortier qui le maintenait en place. Je n'étais plus un joueur dans leur jeu. Nous sommes retombés dans notre vie à Fayetteville. Son rythme tranquille était un baume pour mes nerfs à vif. Les courses au petit matin, l'odeur du café en train de couler, le bourdonnement et le cliquetis familier provenant du garage de Léo. C'était ça, la réalité. La vie que nous construisions, brique par brique, était fondée sur le respect et l'honnêteté, non sur l'image et le pouvoir. Pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de paix qui était réel, non pas une paix qui avait été achetée par mon silence. Mais les répliques de l'explosion ADC commençaient à se propager vers l'extérieur. Quelques semaines plus tard, je faisais défiler les actualités sur mon ordinateur portable, et j'ai vu un gros titre sur Politico. L'influence du sénateur Vance décline, alors que le Pentagone favorise une start-up technologique. L'article détaillait comment mon père n'avait pas réussi à obtenir le lucratif contrat de batterie, pour son géant de la défense préféré. Il mentionnait en passant, que le contrat avait été attribué à une petite entreprise agile, appelée LM Technologies. Les analystes politiques s'agitaient, se demandant si le sénateur perdait la main. Ses donateurs devenaient nerveux. J'ai ressenti une sinistre satisfaction. Je n'avais pas tiré un seul coup de feu. L'empire de mon père commençait à se fissurer, sous le poids de sa propre arrogance. Il avait essayé d'acquérir l'avenir, et quand il avait échoué, l'avenir l'avait tout simplement dépassé. Les conséquences n'étaient pas seulement politiques. Elles ont frappé plus près de chez nous, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Un après-midi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, alors je l'ai laissé aller sur la messagerie. Quelques secondes plus tard, un texto est apparu, « Ami, s'il te plaît décroche. » C'est moi, Claire. Avec un profond soupir, je l'ai rappelé. La voix à l'autre bout de la ligne n'était pas le ton guilleret et condescendant de ma sœur. C'était le sanglot rauque et désespéré d'une fille, dont le monde entier venait de s'effondrer. Il a tout annulé, a-t-elle gémi, sans aucun préambule. La famille de Jonathan. Ils ont annulé les fiançailles. Jonathan était le fiancé de Claire, l'héritier d'une fortune hôtelière. Leur mariage était censé être l'événement mondain de la saison, la fusion ultime de deux puissantes dynasties de décès. Son père a dit que la stabilité à long terme de notre famille était remise en question, a-t-elle pleuré. C'est à cause du fait que papa a perdu ce contrat. Je sais que c'est ça. Et tout est de ta faute. Tu as tout gâché. Et la voilà, l'accusation. Même dans son désespoir, son premier instinct était de faire de moi la méchante. L'ancienne Amélia aurait absorbé cette culpabilité. L'ancienne Amélia se serait excusée. La nouvelle Amélia, elle, s'est contentée d'écouter. Je l'ai laissé pleurer toutes les larmes de son corps. Je l'ai laissé évacuer toute sa colère, sa peur et sa frustration. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas discuté. Je suis simplement resté en ligne, une présence silencieuse et stable. Il n'y avait aucune joie dans sa souffrance. Je ne me délectais pas de sa douleur. Voir ma sœur, l'enfant prodige qui avait toujours flotté dans la vie sur un nuage de privilèges, si totalement brisé, cela m'a juste rendu triste. Triste, pour la vie creuse qu'elle avait été élevée à valoriser. Quand ses sanglots se sont finalement calmés en des respirations saccadées, j'ai pris la parole.
Ma voix était douce, mais ferme. Claire, ai-je dit. Je suis désolé que tu souffres. Elle est restée silencieuse pendant un moment, probablement choquée que je ne crie pas en retour. Je ne peux pas arranger ça pour toi, ai-je continué. Je ne peux pas parler à la famille de Jonathan, et je ne parlerai pas à maman et papa pour essayer d'arranger les choses. Cette vie, ce monde. Ce n'est plus le mien. Alors, tu vas juste ne rien faire? A-t-elle demandé, la voix épaisse d'incrédulité. Non, je ne vais pas ne rien faire. Si tu veux te construire une vie qui t'appartient, une vraie, je t'aiderai. Je t'aiderai à rédiger un CV. Je peux passer quelques appels, t'aider à trouver un vrai travail, un endroit à toi. Je peux t'aider à apprendre à voler de tes propres ailes. J'ai fait une pause, laissant l'offre faire son chemin. Puis, j'ai tracé la ligne, la limite que je savais essentielle pour ma propre survie. Mais je ne retournerai pas dans cette maison, et je n'aurai aucun contact avec maman et papa. C'est ma limite, elle n'est pas négociable. Avez-vous déjà dû fixer une limite difficile avec un membre de la famille, pour protéger votre propre paix? C'est l'une des choses les plus dures, et les plus importantes que nous puissions faire. Si vous comprenez cela, si vous soutenez cette décision, s'il vous plaît, mettez un j'aime, et dans les commentaires, écrivez simplement ces 3 mots, bien pour elle. J'adorerais voir cette vague de soutien. Claire est restée silencieuse à l'autre bout de la ligne. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, alors qu'elle essayait de digérer une offre, qui n'était pas basée sur la manipulation ou le gain mutuel, mais sur un soutien véritable et conditionnel. Je dois y aller, Claire, ai-je dit finalement. L'offre tient toujours. Tu sais comment me joindre. J'ai raccroché le téléphone. Je ne l'avais pas puni. Je ne m'étais pas réjoui de son sort. J'avais utilisé mon pouvoir, non pas comme une arme, mais comme un outil pour construire un pont qu'elle pouvait choisir de traverser, mais qui s'arrêtait fermement à la lisière, de ma propre paix durement gagnée. J'avais tracé ma ligne dans le sable. Mais, alors que j'étais assise là, j'ai commencé à réaliser que les conséquences de cette nuit-là dépassaient largement le cadre de notre seule famille. Les fissures commençaient à se voir à l'extérieur, aux yeux du monde entier. On dit qu'une maison construite sur des fondations pourries, finira par s'effondrer sous son propre poids. Je n'ai pas eu besoin de la pousser. Je n'ai pas eu besoin de craquer une allumette. Il m'a suffi de m'éloigner, et d'attendre que les lois de la physique fassent leur œuvre. La première secousse est survenue environ un mois après le dîner. Elle n'est pas arrivée sous la forme d'une confrontation dramatique, mais comme un gros titre sur la page d'accueil du Washington Post. Je buvais mon café du matin, lorsque Léo a fait glisser son ordinateur portable vers moi, sur notre petite table de cuisine. Tu devrais voir ça, a-t-il dit doucement. Le titre était implacable, le péché originel du sénateur, comment Richard Vance a bâti un empire, sur des fondations de trahison. C'était une enquête journalistique méticuleusement documentée, le genre d'article qui gagne des prix Pulitzer. Un journaliste avait passé des mois à fouiller dans les premières affaires de mon père. L'article exposait, dans des détails insoutenables, l'histoire de l'accord de zonage contraire à l'éthique. Il comportait des noms, des dates, et des copies de vieux documents juridiques. Il racontait l'histoire de la façon dont un jeune promoteur brillant et impitoyable, nommé Richard Vance, avait utilisé des pressions politiques illicites, et une série de sociétés écrans, pour évincer son propre jeune frère, Daniel Vance, de leur entreprise commune. Ne lui laissant pratiquement rien. L'histoire était entièrement là. L'histoire de mon oncle Daniel, celle qu'il m'avait racontée par cette nuit pluvieuse, dans sa librairie. L'article n'a jamais mentionné mon nom. Il n'a jamais fait référence à notre dîner de famille. Ce n'était pas nécessaire. C'était tout simplement la vérité. Enfin amenée à la lumière. Et la vérité fut une boule de démolition. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Ce n'était pas ma famille cette fois-ci. C'étaient des journalistes, du New York Times, de CNN, de Politico. Ils voulaient tous un commentaire. Ils voulaient l'avis de la fille militaire en froid avec lui, sur le scandale politique de son père. Ils voulaient l'histoire de l'intérieur. Ils voulaient que je jette de l'essence sur le feu. Je n'ai répondu à aucun appel. Léo et moi avons débranché notre ligne fixe. Nous avons mis nos téléphones portables sur silencieux. Notre silence était plus puissant que n'importe quelle déclaration que nous aurions pu faire. C'était une confirmation tacite.
Nous n'avions pas besoin de nous joindre au cœur des condamnations. Les ennemis de mon père, ceux qu'il s'était créés au cours d'une vie d'ambition impitoyable, étaient plus qu'heureux de le faire à notre place. Son empire brûlait, et il avait lui-même craqué l'allumette, 30 ans auparavant. Les retombées ont été rapides et brutales. En l'espace d'une semaine, les principaux donateurs de mon père ont commencé à retirer leur financement. Un comité d'éthique a été formé au Sénat, pour lancer une enquête officielle. L'histoire a dominé le cycle d'information en continu. Il n'était plus le sénateur Vance, le puissant négociateur. Il était Richard Vance, le politicien corrompu qui avait trahi son propre frère. Son image, la seule chose qu'il avait vénérée par-dessus tout, était anéantie. 2 semaines après la publication de l'article, il a tenu une conférence de presse. Je l'ai regardé sur une petite télévision, dans un coin du garage de Léo. Il se tenait à un pupitre, l'air plus vieux et plus diminué, que je ne l'avais jamais vu. Il a annoncé sa démission du Sénat, avec effet immédiat, invoquant le besoin de se concentrer sur sa famille et ses affaires personnelles. C'était un mensonge, bien sûr. Une dernière pièce de théâtre politique, mais plus personne n'y croyait. L'empire politique avait disparu. L'empire financier a rapidement suivi. La société immobilière au cœur du scandale a été frappée par une vague de poursuites judiciaires, de la part des familles des propriétaires terriens qui l'avaient escroqué, des décennies auparavant. La fortune de la famille Vance, bâtie sur un seul acte de trahison, a commencé à perdre des sommes d'argent faramineuses. Le portrait de famille parfait avait été déchiré en lambeaux. Les morceaux, éparpillés par le vent. Ils avaient perdu tout ce qu'ils valorisaient, le pouvoir, l'argent, la réputation. Au milieu de la tempête, un unique courrier discret est arrivé dans notre boîte aux lettres. C'était une simple enveloppe de couleur crème, qui m'était adressée, avec une écriture élégante et familière. Mais l'adresse de l'expéditeur n'était pas la grande maison de Georgetown. C'était une petite boîte postale, dans une petite ville rurale de Virginie dont je n'avais jamais entendu parler. Je l'ai ouverte. La lettre à l'intérieur était une simple feuille de papier à lettres assorties. Elle venait de ma mère. Elle ne présentait aucune excuse. Elle ne demandait pas de pitié. Elle ne demandait même pas pardon. Pas au sens traditionnel du terme. Ces mots étaient simples, directs, et dépouillés de tout artifice. Elle a écrit, « Amelia, j'avais tort. J'ai passé toute ma vie à aider ton père à construire une maison, et j'ai oublié de construire une famille. Je l'ai quitté. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que je ne peux pas rester là. Je comprends si tu ne veux plus jamais me revoir. Eleanor. » J'ai lu la lettre 3 fois. La chute de mon père m'avait apporté un sentiment de justice froid et sinistre. Mais ça. C'était différent. C'était simplement triste. C'était les ruines d'une vie, mises à nu en 3 courtes phrases. C'était la confession d'une femme, qui s'était réveillée à la fin de sa vie, pour se rendre compte qu'elle vivait dans le magnifique musée vide, qu'elle avait contribué à créer. Elle ne demandait pas le pardon. Elle énonçait simplement un fait. Un fait aussi froid et dur que la vérité qui venait de déchirer notre famille. Le pardon n'était pas à l'ordre du jour. Mais pour la première fois, je me suis demandé ce qu'il était. La lettre de ma mère est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant 3 semaines. Je passais devant, je voyais son écriture élégante et bouclée sur l'enveloppe, et je sentais un nœud complexe se resserrer dans mon estomac. Ce n'était plus de la colère. C'était quelque chose de plus calme, de plus confus. Léo ne m'a jamais mise sous pression. Il me voyait simplement la regarder, et disait, « Quelle que soit ta décision, je suis avec toi. » Son soutien était le sol solide sous mes pieds, me donnant le courage de faire enfin un choix. Il ne s'agissait pas d'elle. J'ai réalisé qu'il s'agissait de moi. J'ai répondu par un petit mot simple, avec l'heure et l'adresse d'un petit café, à mi-chemin entre sa nouvelle ville et Fayetteville. La femme qui était assise en face de moi dans ce café bien éclairé, était quelqu'un que je reconnaissais à peine. La coiffure blonde impeccable avait disparu, remplacée par des cheveux souples, sans style particulier, avec des racines grises visibles. Les vêtements de créateur avaient disparu, troqués contre un simple pull et un jean. Pour la première fois de ma vie, je voyais ma mère sans son armure. Aucun maquillage ne masquait les rides de fatigue autour de ses yeux. Aucune perle ne brillait à son cou. Elle paraissait plus vieille. Elle avait l'air épuisée. Et elle semblait plus réelle, qu'elle ne l'avait jamais été auparavant.
la conversation a commencé de manière maladroite. Nous avons parlé du temps, du café. La conversation banale ressemblait à un pont fragile, au-dessus d'un vaste canyon de mots non dits. Puis, elle s'est mise à parler. Elle m'a parlé de sa nouvelle vie. Elle avait un petit appartement. Elle travaillait à temps partiel dans une bibliothèque locale. Elle prenait des cours de poterie. C'était une petite vie tranquille, le genre de vie qu'elle avait été élevée à mépriser. J'étais une lâche, Amélia, a-t-elle dit, les yeux fixés sur la tasse en céramique entre ses mains. Elle ne cherchait pas d'excuses. Elle énonçait un fait. J'étais tellement terrifié par ton père, par l'idée de perdre la vie qu'il me donnait, que j'ai arrêté d'être une mère. Je me suis contenté de jouer le rôle qu'il avait écrit pour moi. Elle a enfin levé les yeux, et ils étaient remplis d'une honte profonde et insondable. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai laissé t'arriver. Je le sais. J'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompu. J'ai simplement laissé sa vérité brisée et laide, remplir l'espace entre nous. Et en écoutant, j'ai senti le reste de la colère endurcie en moi commencer à s'adoucir, non pas en un pardon béat, mais en une sorte de compréhension triste. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Les seuls sons étaient le sifflement de la machine à expresso, et les bavardages discrets des autres tables. Je te pardonne, ai-je dit, et ces mots ont eu un goût étrange et nouveau sur ma langue. Elle a levé les yeux, surprise, les larmes montant à ses yeux. Amélia, tu n'es pas obligée. Je sais, l'ai-je interrompu doucement. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour moi. Je me suis penché en avant, ma voix calme mais claire. Je te pardonne, parce que je mérite d'avoir la paix. Je te pardonne, parce que je ne peux pas porter cette colère en moi, pour le reste de ma vie. C'est trop lourd. J'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux, et j'ai su qu'il fallait que je trace la limite immédiatement, avant que cet espoir ne grandisse pour devenir une attente dangereuse. Mais cela ne veut pas dire que les choses redeviennent comme avant, ai-je continué, la voix stable. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous ne pouvons pas effacer les cicatrices. J'ai énoncé les nouvelles conditions de notre engagement, les limites non négociables. Nous pouvons recommencer, mais ce sera lent. Il n'y aura plus de faux dîners de famille, plus de performance. Il n'y aura que de l'honnêteté, et tu dois respecter cela. Tu dois respecter ma vie, mon mari, et ma maison. Tu dois respecter ma paix. Elle a simplement hoché la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ce n'était pas la réconciliation cathartique d'une scène de film. C'était quelque chose de beaucoup plus réel. C'était le début d'une trêve fragile et hésitante, construite non pas sur les sentiments, mais sur une honnêteté brutale, de nouvelles fondations sur un terrain déblayé. Après un autre instant de silence, elle a posé la question, que je savais inévitable. Sa voix était à peine un murmure. Et ton père ? Je n'ai pas eu besoin de réfléchir à la réponse. La décision avait déjà été prise depuis longtemps, dans le froid silence de son bureau. J'ai secoué la tête lentement. Je n'ai rien à lui dire, ai-je répondu. Les mots ne naissaient pas de la haine, mais d'une acceptation calme et définitive. J'espère qu'il trouvera un jour une sorte de paix pour lui-même. Mais ce ne sera pas moi, qui la lui apporterai. Cette porte était fermée, verrouillée, et la clé, fondue. C'était la décision la plus saine, et la plus nécessaire de ma vie. Je n'attendais plus le père que j'aurais aimé avoir. J'acceptais celui que j'avais eu, et je choisissais de m'en aller. En quittant le café en voiture, je n'ai ressenti ni tristesse, ni colère, juste le silence. J'avais fermé une porte sur mon père, et j'en avais ouvert une nouvelle, fragile, avec ma mère. Mais la porte la plus importante était celle qui se trouvait devant moi, celle qui me ramenait vers les hauts, vers la vie que nous étions en train de construire. Une vie qui n'était pas basée sur le passé auquel j'avais survécu, mais sur l'avenir que je choisissais de créer. Les levers de soleil à Fayetteville sont différents de ceux de DC. À Washington, le soleil semble devoir se frayer un chemin, à travers une brume d'ambition et de béton. Ici, il arrive, tout simplement. Il se répand, doré et chaleureux, sur les pins, ne promettant rien de plus qu'un nouveau jour. Et pour la première fois de ma vie, c'est tout ce dont j'ai besoin. 5 ans se sont écoulés depuis ce dîner. 5 années d'une vie calme, stable et magnifique. Je suis toujours sergent dans l'armée, mais quelque chose a changé. Je ne porte plus l'uniforme comme une armure pour me cacher du monde.
Je le porte avec une fierté simple et tranquille. Cela fait partie de qui je suis, ce n'est pas une fuite de qui j'étais. Notre maison n'est pas un manoir. C'est une modeste maison de plein pied avec un grand jardin, généralement parsemé des projets à moitié terminés de Léo, et des jouets de notre fils. Notre fils. Il s'appelle Sam. Il a les yeux bienveillants de Léo, et mon menton têtu. Notre maison est bruyante. Elle est remplie du son des questions d'un enfant de 4 ans, du tintamarre des casseroles et des poêles, de débats ouverts et de rires faciles. Elle est parfaitement imparfaite. Elle est un havre de sécurité. La semaine dernière encore, j'aidais Sam à construire un vaisseau spatial complexe en Lego. Il devenait frustré, essayant de forcer une pièce là où elle n'avait pas sa place. La brique en plastique ne s'enclenchait pas, et il a poussé un petit grognement de colère, son petit visage s'assombrissant. Il a serré le poing, et était sur le point de tout fracasser en morceaux. « C'est stupide », a-t-il crié. À cet instant, le fantôme d'un souvenir m'a traversé. Le souvenir d'un regard glacial, du lourd soupir de déception d'un père, de ce sentiment d'être fondamentalement en tort. La vieille programmation, le cycle de l'impatience et de la punition, était juste là, en attente. Mais un cycle ne reste un cycle, que jusqu'à ce que quelqu'un soit assez courageux pour le briser. Je me suis agenouillé sur le tapis, pour me mettre à son niveau. Je n'ai pas attrapé le jouet. Je ne lui ai pas dit d'arrêter d'être difficile. Je l'ai juste regardé dans les yeux. Ce n'est pas stupide, mon grand, ai-je dit, la voix douce. C'est juste un peu compliqué. C'est normal d'être frustré. Regardons ça ensemble, on va trouver une solution. Maman et papa sont juste là pour t'aider. Il m'a regardé, ses petits sourcils toujours froncés, et son poing s'est lentement desserré. Nous y avons travaillé ensemble, et quand la pièce s'est finalement enclenchée, son visage s'est illuminé d'un sourire triomphant qui était comme un pur rayon de soleil. Dans ce petit moment ordinaire, assise sur le sol de mon salon, j'ai su que j'avais gagné la guerre la plus importante de ma vie. Je n'étais plus la fille de mon père. J'étais la mère de samedi. Aujourd'hui est un samedi ensoleillé, et le jardin est plein de monde. Oncle Daniel est là, ses yeux bienveillants se plissant, alors qu'il regarde Sam courir après un papillon. Ma mère, Eleanor, est là aussi. Notre relation est une chose calme et prudente. Nous nous parlons au téléphone une fois par semaine. Elle vient nous rendre visite tous les 2 mois. Il y a toujours un espace entre nous, un canyon d'histoires non dites, mais nous apprenons à construire un nouveau pont, plus honnête, pour le traverser. Elle est assise dans une chaise de jardin, un petit sourire paisible sur le visage, se contentant de regarder. Ma sœur Claire est là. Elle est différente maintenant. Après la rupture de ses fiançailles, elle a accepté mon offre. Elle a trouvé un travail. Elle a son propre petit appartement à Charlotte. Elle cherche encore sa voie, mais elle le fait selon ses propres termes. La fille fragile, qui se croyait tout permis, a disparu, remplacée par une femme un peu perdue, mais beaucoup plus vraie. Et Léo, il est au barbecue à retourner des hamburgers, riant de quelque chose qu'a dit Daniel. Il est le cœur stable, inébranlable, de ce monde que nous avons bâti. LM Technologies est un immense succès, mais on ne s'en douterait jamais en le voyant. Il est toujours le même homme, qui a conquis mon cœur dans un garage poussiéreux. L'année dernière, Léo et moi avons utilisé une partie des bénéfices de l'entreprise, pour créer une petite fondation. Nous l'appelons le Fonds de bourse d'études Daniel Vance. Il offre des bourses complètes aux étudiants en ingénierie prometteurs, issus de milieux à faible revenu. C'est notre façon de prendre un héritage de trahison et d'amertume, pour le transformer en un héritage d'opportunité et d'espoir. Je regarde autour de moi cette collection de personnes chaotiques, belles et vraies, dans mon jardin. C'est ma famille. Pas celle dans laquelle je suis né, mais celle que j'ai choisie, celle que j'ai construite. Mon père m'avait appris que l'image était tout. Il avait tort. L'amour est tout. La sécurité est tout. L'honnêteté, la patience, la gentillesse. Ce sont ces choses qui construisent une vie. Et la liberté d'être soi-même, authentique, avec ses défauts, voilà le seul véritable pouvoir dans ce monde. Je suis un soldat. Pendant des années, j'ai mené une guerre sur le mauvais front. Mais aujourd'hui, enfin, j'ai trouvé le chemin de la maison. Mon voyage de retour est achevé. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce voyage ne fait peut-être que commencer.
Si une partie quelconque de mon histoire a résonné en vous, que ce soit le sentiment d'être invisible, le combat pour votre propre paix, ou la joie de construire la famille que vous avez choisie, sachez s'il vous plaît que vous n'êtes pas seul. Cette chaîne est un espace dédié aux histoires qui nous rappellent notre propre force, et notre pouvoir de briser le cycle. Si vous croyez en cette mission, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre, que lui aussi, peut trouver son chemin.